Boys, on est rendu à cette partie de l'émission. Vous l'attendiez, on l'attendait nous autres. C'est le perron d'église et on a 3 petites questions pour vous aujourd'hui. J'ai envie qu'on en lance une sur une très très bonne. Producer Ali qui nous demande, est-ce que Lance Stroll a toujours sa place en F1? Puis Félix, il s'est couché tard, mais tôt dans le sens que c'était tôt, dans les petites heures du matin, parce qu'il regardait le Grand Prix de Chine. Donc, Félix, est-ce que Lance Stroll, on va se dire, on était content d'avoir quelqu'un du Québec, quelqu'un de Montréal, performer en F1 en dépit de est-ce qu'il y avait vraiment sa place? Là, on va se dire, le débat il est plus fort que jamais. Est-ce qu'il y a toujours sa place dans la Formule 1? Mais écoute, Stroll, on va juste quand même mettre les choses au clair, est arrivé en Formule 1 parce qu'il avait le talent pour être là. Je veux dire, oui, l'argent était un facteur, mais n'importe quel pilote dans l'histoire de la Formule 1 avait des ressources financières pour se rendre là. Il n'y a jamais quelqu'un qui est arrivé avec un 2,50 en disant « Est-ce que je peux courser là? » J'ai dit ça. Jamais. Jamais. C'est pas genre Nico Rosberg qui est comme de la royauté de Monaco, genre un enfant de... Tout le monde, ça n'a aucun sens. Mais bref, je reviens un peu à cette situation, au cas de Lance Stroll. Stroll, en ce moment, on le sait, est avec Aston Martin parce que son père est propriétaire de l'écurie et tout, et il répond pas aux attentes. Fernando Alonso est meilleur que lui, le bat avec la même voiture que lui au final. Et oui, il y a des questions qui se posent encore aujourd'hui, en fait, la nuit passée, en Chine, a un peu comme causé un accident sur une relance, parce que le gars en avant de lui a mal freiné, puis lui a comme freiné tard, puis ça a comme fait un... En tout cas, il y a bien du monde qui se sont fait avoir parce qu'il y a quelqu'un qui a freiné tard, puis Daniel Ricciardo, qui est reconnu pour être peut-être le gars le plus positif et de toute la grille, même lui s'est mis quasiment à envoyer chier Lance Stroll en conférence de presse. Je pense que c'est la première fois que je vois vraiment Ricciardo être vraiment fâché contre quelqu'un d'autre. C'est surprenant, puis je pense que il y a comme la perception médiatique comme quoi Lance Stroll a peut-être plus sa place, et là peut-être que ça commence à, même les pilotes sont rendus là ça commence à être grave, puis je pense que ça reste quand même un excellent pilote dans le monde, ça reste un excellent pilote et tout, mais je pense que le débat de est-ce que son père fait en sorte qu'il est en Formule 1 ou non, un pilote comme lui, avec les opportunités qu'il a eu, les résultats qu'il a eu, aurait déjà laissé sa place à un autre. Parce qu'il est bon, mais on a son plafond, et son plafond n'est pas celui d'un des meilleurs en Formule 1. Est-ce qu'il a encore sa place? Peut-être, mais je pense qu'éventuellement, il va peut-être falloir que tout le monde prenne la bonne décision, laisser sa place à un autre, peut-être à un jeune plus prometteur et tout. Puis ça arrivera pas, je pense, tant que son père va être là et tout. Puis je sais pas, je pense que ça reste un excellent pilote, mais peut-être qu'en Formule 1, il est temps qu'il laisse sa place à quelqu'un d'autre, à un jeune qui peut-être va avoir un plafond plus élevé que lui, éventuellement. Parce qu'on l'a vu, puis c'est pas... Quoi, Nicolas Mazepin, il y a 2 ans? Nikita Mazepin. Nikita Mazepin, merci. Son père s'était super impliqué dans l'écurie, puis quand il y a eu la guerre en Ukraine avec les sanctions et tout ça, a comme perdu son volant, a comme est devenu personnel non grata. Il était controversé aussi, Mazepin. Là, oui, ça, aussi. C'est d'autres histoires, là, mais ouais. Fait que, tu sais, puis aussi ce qui peut-être pas aide pas Lance Stroll, tu sais, c'est toute son aura autour de lui un peu. Je pense peut-être au Québec aussi, là. Tu sais, j'avais cette discussion-là avec mon frère qui, lui, suit un peu la F1, puis j'ai ça dire ça, puis parce que c'est chiant de dire ça un peu, mais je pense que j'ai pas vu une personnalité sportive aussi peu charismatique que Lance Stroll. C'est un gars qui est très réservé. C'est vrai que c'est un gars réservé qui n'a pas une tonne de charisme. C'est vrai que ça l'aide pas non plus. Ça l'aide pas. Mais tu regardes, pendant ça là, t'as Ricciardo qui lui vit sur une réputation qui est gentil. Puis encore, Ricciardo est un excellent pilote. Là, je sais rien contre Ricciardo, mais encore là, c'est un gars qui a peut-être pas répondu autant aux attentes qu'on aurait voulu. Mais je vais te relancer. Je vais juste te le relancer avec un nom qui est un gars qui est super réservé, mais que tout le monde aime, Kimi Raikkonen. Ouais. Mm-hmm. Ouais, mais il y a une différence entre être réservé et le fuck you attitude de Raikkonen. Ouais, c'est ça la différence. C'est sûr, mais tu sais... Raikkonen, c'est Nikola Jokic, c'est le même principe. C'est vrai, vrai, exactement, mais tu sais, puis je veux pas mettre le casser du sucre sur Lance Stroll parce que, tu sais, Félix, tu l'as mentionné, les gars de F1 proviennent principalement, tu sais, de pays riches, de parents riches, de background très... avec immensément de ressources, ce
qui fait en sorte que le partisan moyen de F1, qui peut être un gars blue collar, tu sais, de la classe moyenne, c'est dur de s'identifier des fois à des coureurs de la Formule 1 parce que, pas parce qu'ils sont méchants, mais les backgrounds sont tellement différents, puis t'es pas capable d'identifier avec eux autres. Puis des fois, ça peut justement faire en sorte qu'un coureur de F1 peut être moins charismatique. Jacques Villeneuve, c'était la même affaire. Jacques Villeneuve, c'était exactement la même affaire. Non, et puis c'est des gars qui fonctionnent depuis le début de leur vie aussi, là. C'est ça. Puis tu sais, t'as Jacques Villeneuve, le pilote de F1, mais t'as Oncle Jacques, le pilote de motoneige. Demande aux Québécois moyens, aux partisans de course automobile moyen, lequel tu t'identifies le plus. Puis 95% des gens vont dire Oncle Jacques Villeneuve. Là. Ben oui. Parce que le background n'est pas le même. Puis, tu sais, c'est peut-être ça un peu qui renforce l'image un peu beige un peu de Lance Stroll, si je peux dire ça comme ça. Non, ouais. Puis encore là, rien, comme tu dis, rien contre le gars et tout. Puis je pense quand même une bonne personne et tout. Là, je pense on est dans un gars qui est un mange-marde ou quoi que ce soit. Là. Puis tu sais, au Québec, surtout ses débuts avec Williams étaient vraiment bons. Là. Au début avec Williams, il avait vraiment l'air d'un pilote prometteur. Mais des fois, à un moment donné, le mental peut casser tout. C'est pas le premier pilote prometteur qui, la chaîne finit par débarquer un peu. Valtteri Bottas, quand il est arrivé en Formule 1 avec Williams, un peu la même chose. Il était très très bon, était arrivé avec Mercedes, et on l'a assez vu rapidement qu'il allait prendre la place de deuxième de l'écurie, qu'il allait fermer sa trappe, puis qu'il allait juste finir deuxième. Puis, tu sais, c'est rien contre Stroll, mais je pense qu'on voit qu'il a atteint son plafond en ce moment, puis peut-être que ce serait le temps de le laisser sa place. Parce que, honnêtement, j'ai pas l'impression qu'il aime vraiment ça, la Formule 1. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Il y a pas vraiment l'air de quelqu'un qui tripe. Puis il aurait totalement le droit, mais il a pas l'air d'un gars qui tripe vraiment, vraiment, vraiment là-dessus. Non, c'est sûr que c'est difficile en même temps d'avoir du fun quand les résultats ne se pointent pas le nez. Oui, Nicolas Jokic, il va gagner probablement son 3e MVP puis un 2e championnat, puis il se contrefout du basketball pareil. Non, mais tu sais, c'est sûr que different strokes for different folks, mais pour ce qui est de Lance Stroll, c'est sûr que tout ce qui est motivation, ça peut être difficile en même temps quand tu connais pas de succès, puis en même temps, vous avez parlé de l'image publique qui, définitivement, ne sont pas de son côté. On passe aux prochaines questions. On en a reçu 2 de Jay Lucier. Donc, la première, et celle-là, je l'aime beaucoup. Scotty Barnes peut-il être le meilleur joueur sur une équipe championne? Je vais y aller en premier là-dessus. Moi, je suis pas un grand fan de Scotty Barnes depuis qu'il est arrivé. Puis, encore, rien contre le gars. Je pense que Scotty Barnes est un excellent joueur de la NBA et tout, est l'un des bons jeunes joueurs. Mais non, selon moi, Scotty Barnes ne peut pas être la première option. Peut-être être une deuxième option. Un B. Non, un B, c'est trop. Faut qu'il y ait un autre vrai numéro 1 en avant de lui. Puis là, j'ai Chris Middleton qui me vient en tête, puis je pense que Scotty Barnes est meilleur que Chris Middleton. Oui. Mais oui, puis j'essaie de trouver une... Brandon Ingram est pas un mauvais comparatif aussi, je pense. Brandon Ingram est bon, mais Zion est là, puis encore, Brandon Ingram, Zion... Est-ce que Julius Randle pourrait être un comparatif mais maintenant que Jalen Brunson est là? N'essaye même pas. Non, Barnes est meilleur. Je pense que... Barnes, c'est un... OK, voici l'affaire. C'est difficile à dire parce qu'on l'a pas vraiment vu avec notre première option en ce moment. Mais quand Scotty Barnes est la première option de l'équipe à Toronto, l'équipe ne gagne pas. Puis rien contre lui, il n'y a pas beaucoup de talent avec lui, mais l'équipe ne gagne pas. Mais est-ce que c'est un alpha comme un Anthony Edwards? Est-ce que ça peut être un alpha? Non. Mio, Scotty Barnes a tout pour devenir le joueur numéro 1 sur une équipe championne. Puis Scotty Barnes, on l'oublie juste parce que justement, cette année, les Raptors, ça n'a pas fonctionné. Nouveau staff, nouvelle équipe, joueurs blessés. Là, on commence à avoir de nouveaux joueurs. On parle d'Arko Jarakovic, nouvel entraîneur-chef de première saison. Scotty Barnes n'a pas été repêché pour être un 1B ou une deuxième option sur une équipe. Il a été repêché pour être le 1A. On oublie aussi que Scotty Barnes a aussi une meilleure saison individuelle que des joueurs comme Giannis Antetokounmpo qui, les Bucks, j'aime bien pisser un peu sur leur tombe en ce moment, mais Scotty Barnes
peut devenir ce joueur numéro 1, a tout pour devenir ce joueur numéro 1. Un joueur qui a un aura autour de lui qui peut autant marquer, qui peut passer, qui peut prendre les rebonds sur les ballons, qui peut défendre. C'est un joueur complet qui a ajouté cette année le 3 points à son arsenal. Maintenant, on va l'accorder. Il a besoin d'une équipe autour de lui qui est capable de supporter tout ça. RJ Barrett et Emmanuel Quickley peuvent être des bonnes pièces fondatrices d'une équipe, mais voilà l'affaire, c'est que les joueurs 1A, ça peut être des joueurs qui prennent en âge. Est-ce que je serais pas intéressé à, mettons, à avoir un Kawhi Leonard dans 3 ans quand les Raptors vont essayer d'être parmi les bonnes équipes dans l'Est? Je vous apporte surtout dans cet angle-là de pourquoi chercher le meilleur joueur ou le joueur alpha sur cette équipe quand tu peux le développer en Scottie Barnes. C'est là que je vous amène un petit peu mon angle. Puis Scottie Barnes, comme je dis, a été développé pour être ce joueur et on va développer autour de lui avec ça. Emmanuel Quickley a un potentiel absolument énorme. Et on oublie aussi que RJ Barrett est un 3e choix au total aussi. Était peut-être pas dans la meilleure situation à New York. Et puis là, on était avec une équipe à Toronto qui l'accueille. Une ville qui l'accueille, il joue à la maison et dans cette, on va dire, ce 2/3 de saison qu'il a passé avec les Raptors, il n'a jamais autant bien joué au basketball dans tous les aspects du sport. Fait que, évidemment, quand tu me dis que tout ce monde-là autour de Scottie Barnes, certainement qu'ils les amenés au moins dans le play-in. Vous amenez dans le play-in? Ben, écoute, à la défense des Raptors... Avant que tout le monde se blesse, les Raptors pouvaient legit avoir une chance de se rendre au moins au play-in. Est-ce qu'il wow, play-in, wouh! Écoute, écoute, les Wizards de Washington tueraient du monde pour espérer se rendre au play-in. Oui, c'est sûr, mais écoute, je cherchais mon comparatif, je l'ai trouvé, j'ai la game des Clippers en avant de moi, je l'ai, Paul George. Le potentiel de Scottie Barnes, c'est Paul George, et Paul George, j'aime beaucoup Paul George, mais il n'a jamais été la première option dans une équipe aspirante. Jamais. Il n'y a jamais eu d'équipe championne anyways, Paul George, peu importe où il a été. Voilà. Scottie Barnes va être une excellente option numéro 2. Ne sera pas une option numéro 1. Je suis pas là. Ça me prend une option numéro 1, ça me prend un gars que je sais qu'à tout moment Paul peut scorer 40 points, et Scottie Barnes n'est pas là. Paul George ne peut pas être le général de l'attaque qu'est Scottie Barnes. Paul George peut être ton meilleur marqueur. Paul George peut être ton meilleur marqueur. Il peut être ton meilleur joueur défensif, mais il ne peut pas être ton général de l'attaque comme Scottie Barnes. Et on oublie que ce gars-là a une vision hors pair. Ce n'est pas une vision à la Nikola Jokic, mais c'est définitivement l'option numéro 1 sur ton équipe. Puis, mettons, tu penses que Scottie Barnes peut être l'option numéro 1 d'une équipe, mettons, 3e seed dans l'Est? Facilement. Non. Facilement. Félix, il est à sa 3e année dans la NBA. Écoute, là. OK, gars, pour les 15 prochaines années, si un jour Scottie Barnes est top 3 dans l'Est, je vais m'excuser, mais je ne le crois pas une seconde. J'ai très hâte qu'on s'en reparle. Parfait. Les recettes sont gardées. Moi, j'ai les recettes. Eux autres débat depuis tantôt, moi je prends des notes depuis tantôt. T'as dit recettes, je pense qu'il voulait dire facture ou receipt. Ouais, facture. Non, les recettes sont gardées. Les recettes sont gardées. Et tant qu'à être sur la discussion d'espoir, on va terminer là-dessus. Jay qui nous demande aussi, Lane Hudson pourrait-il jouer la saison prochaine à Montréal au grand complet du match numéro 81 au match numéro 82, les boys? Écoute, je vais y aller un peu aussi. Si tu m'avais posé la question il y a 10 jours de ça, je t'aurais dit non. Lane Hudson va aller passer une année dans la Ligue américaine, ou au moins peut-être quelques mois. Un peu comme Logan Mailloux a fait cette année, c'est juste s'habituer. On sait que Lane Hudson est pas nécessairement le plus grand, le plus gros et tout, puis on avait certains doutes sur son jeu défensif qui, selon moi, est un peu exagéré, mais on sait que la transition de la NCAA chez les pros peut être un peu compliquée des fois. Moi, je m'attendais à ce qu'on l'envoie dans la Ligue américaine l'année prochaine, hors de tout doute, qu'on lui donne au moins un peu de temps dans la Ligue nationale cette année pour qu'il puisse comme se tremper les pieds. Le problème, c'est que Lane Hudson est venu jouer 2 matchs à Montréal en fin de saison, en début de semaine, lundi et mardi, et il était exceptionnel. C'est ça le problème avec lui. Il m'a montré qu'il était un gars qui a le talent pour jouer dans la LNH. Là, 2 matchs ne font pas une saison. Il va falloir être... Il y a encore moins de carrière.
Non, c'est ça. C'est pas parce qu'il y a eu deux... parlez-en à Ryan Poehling. Hein. Ryan Poehling a eu un bon match, puis aujourd'hui, John Tortorella est fier de dire qu'il est pas bon qu'il est pas excellent dans rien, mais au moins, il est correct dans tout. Fait que, tu sais, faut être prudent avec les notes. Faut vraiment être prudent. Mais ces deux matchs-là me montrent qu'au moins, il peut espérer jouer dans la LNH, ou au moins débuter la prochaine saison dans la LNH. Je pense qu'il va passer encore une partie de la saison dans la Ligue américaine l'an prochain, mais je suis de moins en moins convaincu que je l'étais il y a 10 jours de ça. Ces deux premiers matchs ont tellement été rassurants. Puis Logan Mailloux a aussi un bon premier match, là, mais pour moi, c'est Hudson que... Hey, les deux matchs en prolongation, Hudson a passé proche de marquer le but gagnant les deux fois. Là. Puis sa première passe est la meilleure que j'ai vue à Montréal depuis Andrei Markov. Il est tellement dynamique et tout, puis on le voit. Et sa défense, c'est vraiment moins pire que ce que je pensais. Surtout avec un gars comme David Savard, qui est tellement un bon partenaire pour lui en ce moment. Je pense que le fait qu'on ait Savard fait en sorte que peut-être que ça devient possible de voir Hudson. Peut-être pas pour 82 matchs, mais peut-être pour une demi-saison, peut-être même. Ouais. Parce que c'est là que je te rejoins un peu. Tu sais, on est quoi, le 22 avril 2024, le mois de septembre, le mois d'octobre, c'est encore loin. Oui, ben oui. Si c'était juste de moi, en ce moment même, là, live on record, Lane Hudson commencerait la saison à Laval. Peut-être pour 1 ou 2 mois. Juste pour s'habituer au hockey professionnel un peu. Peut-être parfaire quelques petits ajustements en défensive. Et après ça, tu le ramènes à Montréal. Ouais, parce qu'il y avait effectivement un début que le Canadien avait reçu que Lane Hudson s'était fait avoir sur le côté défensif. Mais toujours est-il, sur les deux buts qui... Puis tu sais, ça, c'est quelque chose que je mentionnais sur les deux buts qui a marqué, qui a assisté, là. Ah, c'est qui patine bien? Oh, c'est qui patine bien? Le premier but à Détroit qui vient faire le tour presque complet dans la zone offensive pour remettre ça dans l'enclave. Qui était genre à 2 cheveux et demi de mettre la puck offside aussi. Là. Ouais. Exact. Puis là, ça au deuxième match. Ça danse sa ligne de jeu. Je le voyais je pensais que ça allait prendre plus de temps avant d'avoir au moins... Pas de la réussite, d'avoir confiance, de l'essayer. Non, première game, il arrive, pas de problème. Ah ouais, bang. Moi, c'était deuxième match sur le 20e but de Slavkovski. Commence à danser à 1 contre 1. Parfait. Il réussit à trouver son petit angle, l'envoie au filet, puis déviation de Juraj Slavkovski. J'ai l'impression que c'est pas la première fois qu'on va... pas la dernière fois, pardon, qu'on va entendre ça. Un but de Slavkovski dévié d'un tir de Lane Hudson. Moi, ce que j'avais entendu cette semaine, c'est... c'est-tu Ryan Whitney ou c'est Paul Bissonnette de Spinning Chicklets? Je me souviens plus lequel des deux qui avait dit. Qui avait lancé ce comparatif-là pour Lane Hudson, qui disait que en termes d'agilité de main et de mouvement du corps, c'est une version défenseur de Patrick Kane. C'est gros. C'est gros, mais j'aime ça. Mais en termes d'agilité de bâton et de mouvement, c'est comme Patrick Kane quand il est arrivé dans la Ligue nationale, mais en défenseur.